Voilà, donc quand un particulier nous appelle en nous disant qu'il a des objets à nous proposer, en fonction des types d'objets, d'où se trouve le particulier, les premières choses qu'on demande, c'est si on peut nous envoyer des photos et puis nous en dire aussi un peu plus sur comment la personne est entrée en possession de cet objet, parce qu'effectivement il y a des règles déontologiques, voilà. Si de temps en temps ça peut se faire par photo, effectivement on voit l'objet, on se rend compte qu'il est en bon état, et de temps en temps il y a vraiment besoin d'aller chez la personne, notamment quand c'est aussi des dons avec beaucoup d'objets, donc d'aller examiner tous les objets. Donc là à ce moment-là nous on prend des photos, on fait des mesures et on rédige un dossier en fait avec tout ce qu'on a pu trouver sur les objets, notamment alors ceux qu'on souhaiterait recevoir en don, qui passe ensuite au sein du musée devant un conseil scientifique qui approuve ou pas le don. Et ensuite, en fonction de la valeur qu'a ce don, ça peut remonter jusqu'au conseil administratif pour que ce soit le conseil administratif au nom de la ville de Genève qui accepte le don. D'accord, ok. Donc ce conseil administratif, il évalue quoi? Alors, lui, en fait, il se base sur ce on a scientifiquement dit. Il est juste là parce qu'à partir d'un certain prix, il faut que ce soit la ville de Genève qui s'engage et qui signe. Donc ma question, plutôt le conseil scientifique, il évalue quoi? Il évalue l'intérêt des objets par rapport aux collections du musée, l'authenticité. Il soulève la question effectivement des provenances, si ça semble un peu litigieux. Voilà, il peut demander qu'on ait plus d'informations. D'accord. Et ensuite, donc l'objet arrive chez vous? Alors voilà, donc on donne d'abord un numéro d'inventaire, on crée une fiche à minima dans notre logiciel de gestion qui va ensuite permettre de suivre l'objet et notamment ses localisations à partir de ce moment-là. Donc nos transports vont chercher l'objet ou la personne apporte l'objet. À partir de ce moment-là, il est complètement suivi au sein du musée, donc il va d'abord être inventorié, photographié, on va faire un constat d'état pour voir l'état dans lequel il est. Si avant de le mettre en réserve, il a éventuellement besoin d'une petite intervention. Et puis donc après, il est conditionné pour être mis en réserve, à moins que de temps en temps, ce qui arrive, on le mette directement dans nos salles d'exposition. Donc si on imagine un vêtement du 18e, quand vous l'examinez, quelles interventions il pourrait y avoir de votre part? Une restauration, un nettoyage? Si c'est pour le mettre en réserve, ça sera plus de la consolidation pour éviter qu'une future manipulation l'abîme plus, notamment s'il y a des déchirures, qu'elles soient consolidées, pour pas que ça... Mais par exemple, je pense pas qu'on le laverait, puisque comme il va en réserve, il n'y a pas besoin de le montrer. Par contre, si on sait qu'on va le montrer assez rapidement, là il serait lavé, si tant est que ce soit possible avec le type de textile qu'on a. Donc le laver, c'est pour qu'il retrouve si possible un peu ses couleurs d'origine. Parce que moi je vous dis un peu naïvement, quand je pense à un tableau, quand on le restaure, on voit que des fois c'est un peu repeint. Voilà, il y a des repeints. Est-ce que pour les tissus, il y a des pratiques comme ça? Alors il n'y a pas des repeints, mais là récemment, et puis je pense que vous le verrez dans l'atelier de notre restauratrice art textile, on a eu je pense que c'était quoi, une sorte de robe de baptême qui avait été adaptée d'une ancienne robe du 18e. Donc on a nettoyé, elle a réparé tout ce qui était les déchirures, tout ça, et donc on se rend d'autant mieux compte que ça avait été déjà retravaillé au 18e. Donc c'est pas des repeints, ça a été recousu, réassemblé. Et puis avec son regard de restauratrice, elle peut dire que certaines parties qui sont là devaient se trouver dans la robe à tel ou tel endroit. Et puis c'est une pièce qui arrive par exemple ici, dans les réserves, pour la première fois, donc vous faites quoi pour la conserver? Parce qu'on entend aussi ce bruit là. Les réserves sont effectivement un climat contrôlé, donc ça veut dire une température et une hygrométrie contrôlée. Et puis en fonction des pièces, comme vous voyez, il y a différents modes de stockage. Ça peut être soit à plat dans des meubles à plan comme ça peut être dans des boîtes, ça peut être roulé. Donc là on a les tapisseries, mais on a aussi des textiles qui sont sur des plus petits rouleaux. Donc il y a des produits pour, je sais pas, je sais pas s'il y a des mythes, mais disons des... Alors, c'est sous-sol. Il n'y a pas d'antimythe, mais vous avez des choses comme ce qu'on voit là, qui sont des pièges à insectes, qui sont régulièrement relevés
d'accord. pour voir justement si on est menacé ou pas. Et puis après, tous les cartons de conservation, les plastiques qui sont utilisés, enfin tout ce qui sert au conditionnement est traité et puis est neutre par rapport au... Ouais. Et voilà. Et puis donc, c'est vrai que vous mentionnez les textiles, les insectes. Pour les textiles aussi, ce qu'on peut faire avant de les faire venir en réserve, on les met un peu en quarantaine, justement pour voir s'il n'y a pas eu des limites qui sont encore dedans, ou pour pas que ça se propage au reste de la collection. Ouais. Et ça, en fait, c'est le gros de votre travail, de vous occuper des nouveaux dons, des nouvelles pièces qui arrivent dans les collections. Alors oui, puisque effectivement, c'est moi en tant que responsable de la collection qui décide si ça vaut le coup ou pas de faire intégrer ces objets dans la collection. Donc ça occupe effectivement une partie de mon temps, surtout qu'on a la chance à Genève d'avoir régulièrement des propositions de dons. Donc, des fois, vous avez parce que moi, ce qui me fascinait un peu, c'est quand vous ouvriez pour nous les cartons, on a vraiment l'impression un peu des enfants qui ouvrent et qui découvriront. Donc vous avez des fois des aventures comme ça. J'ai des aventures comme ça, voilà, quand je me déplace chez des donateurs. Et puis on a, une dernière, là c'est un donateur qui est venu chez nous, mais qui avait téléphoné en amont à notre directeur en disant voilà, j'ai 2 ou 3 choses. Donc ça, c'était des armes et des armures. Oui, j'ai peut-être une hallebarde 17e et puis 1 ou 2 trucs. Et en fait, il y avait des choses extraordinaires. D'accord. Son coup de fil et sa description, voilà, ne le laissez pas deviner que mais oui, il faut absolument que ça rentre dans la collection. Donc là, par exemple, c'est quoi? Vous allez dans un grenier, il vous invite à voir les choses où? Alors ça peut être très variable. En général, j'ai pas encore fait les greniers depuis que je suis à Genève. Ouais. C'est plutôt effectivement des gens qui vivent des appartements aussi souvent. Donc c'est les meubles qui sont en place ou les costumes dans l'armoire. C'est incroyable. Et sinon, les ventes, vous avez un peu... Alors effectivement, on suit les ventes aux enchères, mais comme je vous avais dit, on n'a pas forcément toujours un budget. Depuis que je suis là, effectivement, on a quand même acheté des objets en vente aux enchères. Notamment, il y a eu 2 ans et demi, justement une maison qui se vidait avec du mobilier art déco créé par des designers genevois. D'accord. Donc on avait déjà 1 ou 2 pièces, mais là il y avait vraiment des ensembles Ouais. qu'on a réussi à enchaîner. Donc votre travail, c'est justement d'avoir l'œil pour tout ça. Entre autres, Ne pas laisser passer d'essayer d'avoir l'œil pour tout ça. Après, voilà. Mais là, ça sera du hors caméra. On est abonné à tout un tas de catalogues de vente. Il y a des choses extraordinaires qui passent en vente, mais on ne peut pas tout acheter. Il n'y a pas le budget. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours des choses. Parce qu'on se dit, il y a un moment donné où est-ce que ça s'épuise, est-ce que vous sentez des moments où certaines pièces commencent à devenir plus rares Alors oui, ça, il y a des effets. Alors il y a à la fois des effets de mode et puis des choses où c'est effectivement de plus en plus difficile d'en trouver sur le marché. Enfin, typiquement, là, moi, j'ouvre l'œil parce que j'aimerais bien qu'on puisse acquérir des ivoires byzantins. J'en ai pas franchement vu sur le marché ces dernières années. Enfin, des pièces un peu importantes. Est-ce que vous pensez que vos prédécesseurs, ils avaient plus de facilité à agrandir la collection ou pas du tout? Je sais pas si on peut parler de facilité. Ils étaient beaucoup moins, beaucoup moins discriminatoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit il y a des choses qui sont rentrées dans les collections qu'on ne ferait pas rentrer. Et est-ce qu'aujourd'hui les gens ils ont en plus une notion de la valeur des choses, les gens qui vous cèdent des choses, ou ils essayent d'en tirer C'est vraiment variable. Okay. Après, c'est vrai que maintenant, avec eBay, tout ça, Internet, les gens, voilà, quand ils visent l'appartement de la grand-mère, ils disent tiens, et s'ils ont un peu de curiosité, ils vont se rendre compte rapidement que ça se vend sur eBay à peu près à ce prix-là. Mais après, c'est vraiment des questions de mode. Il y a des choses qui, typiquement, là, en ce moment, il faut que vous achetiez du mobilier 18e, 17e, parce que c'est plus du tout à la mode et les prix baissent.
faut qu'on fasse ça pour notre atelier. Par contre, le mobilier design années 50 scandinave, là, en ce moment, ça monte. D'accord. Il y a vraiment des cotes fluctuantes ouais. aussi. Et là, on vous voit toute seule ici. Vous êtes toute seule ou vous avez une équipe? Non, j'ai une équipe aux arts appliqués, on est 5. Mais effectivement, l'idée, c'est pas d'être tout le temps, tous les 5, pour recevoir tout le monde. Ah ouais, bien sûr. Mais donc vos bureaux, ils sont loin des réserves, vous avez Ils sont droit à au sein une du fenêtre. musée, oui, tout à fait. Non, il y a d'ailleurs le règlement de la ville de Genève pour les employés spécifie bien que dans les zones comme ça, sans fenêtre, c'est que par demi-journée. Bon, des fois on fait des journées, mais exceptionnellement, normalement, on ne devrait être que par demi-journée. Vous pouvez nous redire un tout petit peu, parce que vous disiez que les pièces de tissu sont rares, elles sont rarement exposées, c'est ça? Alors les pièces de tissu sont pas rares. Disons que la difficulté avec le tissu, c'est comme avec les arts graphiques, c'est que c'est très sensible à la lumière. Donc des expositions en permanence, c'est toujours très compliqué. Donc c'est quand c'est exposé, c'est assez sombre. Voilà, c'est assez un peu sombre. comme les pastels, un peu. Voilà, complètement. C'est à 50 lux. Pour effectivement, parce qu'à la fois la lumière joue sur les colorants des textiles, donc ça affadit, mais ça joue aussi, et ça les gens s'en rendent peut-être pas très compte, mais chimiquement sur la fibre. Et une exposition à la lumière d'une soie qui serait blanche, ça la déchire au bout d'un certain moment. Le fait que ça craque, c'est lié à la lumière. Là, je vous ai sorti quelques pièces de costumes du XVIIIe siècle qui se rapprochent de ce que porte Madame d'Épinay dans le pastel de Léopard. Ok, alors c'est des engageantes qui ont 2 volants. C'était précisé que c'était en voile de coton. Il me semble. Est-ce que vous savez si la broderie elle est en coton ou en lin, le fil? Non, c'était pas précisé et honnêtement, moi je suis pas assez calée pour vous dire si c'est coton ou lin. Alors, peut-être coton quand même. C'est difficile à dire. C'est brodé au point de chaînette. Il y a plusieurs ronds les uns à côté des autres. Ici, il y en a 3, 1 quand c'est fin, 3 sur les grandes feuilles. Elle ressemble vraiment beaucoup à celle du tableau. C'est incroyable. Vous savez d'où elle provient? Alors, celle-ci, ça nous a été donné par Madame Amélie Piot à l'ouverture du musée en 1910. C'était une collectionneuse de textiles genevoise là, qui était fin 19e. Hein. Oui, effectivement. Et c'est assez fou parce que Lyotard, il les a représentées 2 fois, ces engageantes. Elles sont aussi sur un autre tableau qui représente Madame Tronchin. Et du coup, c'est impossible qu'elle n'appartenait pas à Madame d'Épinay, en fait. Mm-hmm. Oui, qu'il ait amélioré le costume ou retravaillé chez lui. Exactement. On ne peut pas tout à fait. Ça, je peux avoir une idée de leur circonférence. Alors, c'est là. Je vous tiens jusque. Volontiers. Un petit peu largement. Super.
Alors c'est un peu difficile à mesurer, mais elles font à peu près 120 cm de longueur. Elles sont montées sur un ruban armure toile qui est assez large, qui fait 2 cm et demi. Ils sont en très bon état. Qu'est-ce que je voulais savoir d'autre? Ah oui, les fronces. Les fronces sont hyper délicates, toutes petites. Et le volant, il est attaché sur le ruban à 5 mm du haut, le premier, et le deuxième ruban, il est attaché sur le deuxième volant, il est attaché sur le bas du ruban. Comment ça se fait que le musée d'art et d'histoire en est venu à collecter des pièces de vêtements? Ce que je disais notamment sur ces engageantes-là qui ont été données par Amélie Piot, qui était une des grandes donatrices du musée, et à l'ouverture du musée, elle a donné sa collection de textiles. Et il y avait une salle dédiée aux dentelles, aux textiles. Mais ça devrait plus. Alors maintenant, il n'y a plus une salle spécifiquement consacrée à ça. Vous les montrez des fois les filles. Alors moi je refais des salles là dès l'automne et puis l'année prochaine où on va essayer de remettre un petit peu de textile. Sinon actuellement il y a quelques tapisseries qui sont tendues dans le musée et puis on a un couvre-lit en dentelle. C'est à peu près tout ce qu'il y a textile. C'est un petit bonheur. Alors quand je l'ai vu en photo, je me suis vraiment demandé mais comment est-ce qu'il se portait? Ça c'est le dessus de la tête et je pense qu'il y a un petit ruban qui n'existe plus maintenant, qui permet d'assurer le maintien. Oui, donc on peut imaginer que cette partie-là, elle descend sur les favoris en fait. Enfin, les favoris ne nous avons pas. Ok. Alors il est froncé au dos, à peu près ici au crâne. Il y a aussi un travail à l'aiguille qui est fait, donc il y a un jour ici. Je me souviens qu'il y avait eu une exposition vraiment que sur le vêtement, mais c'était il y a un moment déjà. C'était, je crois, une femme, une mannequin de... Oui, la collection Luquet de Saint-Germain. Exactement. C'était incroyable. Alexandre Fiat qui s'en était occupé. Mais après, c'est vrai que moi je suis étonnée. Enfin, je me rends compte qu'il y a des familles qui ont gardé les garde-robes en fait, sur plusieurs générations. Bon, alors il faut avoir la place. En général, ils ont un château dans ces cas-là, mais. Et puis malheureusement, ça jaunit. Quoi. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le contact de l'air, la lumière. Parce que tout ça, j'imagine, était toujours blanc, comme on le voit là. Ok, c'est donc un fichu en gaze avec de la dentelle blonde aux bordures. Donc il est coupé à plat. Il est bien en deux parties. Avec le volant en dentelle, la première pièce fait à peu près 28 cm et demi. Et la grande fait 38. Alors, ça c'est assez intéressant. Au niveau des pointes, on voit que c'est un seul et même tissu. Donc c'est bien une pièce qui a été travaillée ensuite ici avec une couture d'assemblage. En fait, la collection, je pense qu'il y avait Madame Piot et puis il y a eu d'autres donateurs qui ont beaucoup collectionné les dentelles. N'importe quelle forme, c'est pas tant les costumes que les textiles avec des broderies ou des. Ce qui fait qu'on a des costumes, mais quand même
pas autant que certaines collections. On a beaucoup plutôt de D'éléments. bouts de costumes, d'éléments de costumes, parce que c'était une technique de dentelle ou parce qu'il y avait une broderie particulière. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de main. Ça serait pour la poser là. Et par contre, c'est des doigts très très longs. Donc ça, elle porte cette Bah, pièce. c'est toute la question. Ah, c'est ça. C'est toute la question. En fait, À cause de ça, c'est ça. exactement. Donc a priori, si Madame la Pénac a un corps à baleine, elle porte sa chemise. Par-dessus, elle porte un corps à baleine, comme ça. Et ensuite, il y a cette pièce qui est la pièce d'estomac qui est attachée sur le corps à baleine, soit cousu, soit épinglée. Et ensuite, on a le manteau de la robe, donc cette partie-là, qui vient et qui s'attache sur le bord ici de la pièce d'estomac. Et toute la question est de savoir si est-ce qu'elle porte vraiment un corps à baleine, parce que on a cette petite chose blanche là qui apparaît. Et en fait, la question c'est qu'est-ce que c'est que cette chose blanche? À quoi elle appartient? Est-ce qu'elle appartient à la chemise? Et là, c'est la chemise qu'on va dépasser. Oui, ici et puis ici aussi, une petite chose là. Donc le corps à baleine est par-dessus la chemise. Oui. Donc il pourrait pas ça ne pourrait pas dépasser. Ben, si elle avait un corps à baleine, a priori, pas vraiment. Enfin, je veux dire, les corps à baleine, ça vous rehausse la poitrine aussi. Là, je la trouve très plate quand même. Oui. Et puis surtout, par rapport aux autres femmes que Lyotard a peint, elle a l'air d'être assez confortablement installée dans son fauteuil. Donc, en tout cas, si elle a un corps à baleine, c'est pas un corps entièrement mal aimé, très rigide, assez très serré. Donc ça c'est un corps à baleine et c'est là aussi. Ça, c'est un corset, c'est plus récent. D'ailleurs, tu as vu, il y a une étiquette. Oui, ça vient de la rue de la Paix à Paris, chez Marie à Marseille. D'accord. Donc ça, ce serait quoi, 19e ou... Oui, oui, oui. 19e, voire même peut-être début, encore début 20e. Ok, alors c'est un corps qui est couvert, il est donc recouvert de tissus qui sont... Il y en a une, deux, trois, il y a 4 parties par demi. Il y a des œillets au dos et au devant, donc c'est un corps ouvert. Il a été assemblé avec du fil de bâti au milieu de dos, on ne sait pas pourquoi. Il a des tacets. Les bretelles, elles ont l'air d'être cousues. Mais c'était peut-être pas d'origine. En tout cas, il n'y a pas d'œillet. Je vais peut-être lui demander de mettre votre Oui. main au milieu pour le renversement. C'est ça la pièce qui va demander vraiment beaucoup de travail. D'accord. Regarde les petites coutures qu'il y a partout. Mais parce que ce que je comprends pas, c'est les baleines, en tout cas c'est tiges rigides, c'est ça, hein.
Il y en a tous les combien là? Ben regarde, chaque couture Ah, il y en a là, énormément. il y en a fait. une. D'accord. C'est un corps qui est entièrement balayé. Alors, on a parlé avec Elisabeth Fischer, qui est historienne du vêtement, elle travaille à la Aide, et elle disait, oui, mais en fait, ces femmes, elles portaient ça depuis l'enfance, depuis toute petite, et elles montaient à cheval, etc. etc. Donc, il y avait une forme d'habitude qui faisait qu'elles n'avaient peut-être pas l'air... Enfin, à nos yeux, ça semble terrible, mais que pour elles, ça devait être voilà, la norme, quoi. Ok, il est entièrement baleinier. Les coulisses, elles sont hyper fines, hyper étroites. Il me semble qu'Alexandre Chef avait exposé dans son expo sur le kilt, le tissu matelassé. Donc peut-être que dans le catalogue, vous trouverez plus d'infos. Je vais pas penser à regarder dans le menu. Les coulisses, elles font 7 mm. Donc, en fait, la couche du dessus, là, le tissu, elle vient tout à la fin. D'abord, il y a une couche de lin comme ça, plus une autre, plus encore plusieurs, des fois, ça dépend. Puis tu fais les coulisses, puis après tu glisses les baleines. D'accord. Et puis à la toute fin, tu recouvres avec le tissu. Donc si une baleine se rompt, tu peux la changer? Ben oui, tu peux découdre par exemple en bas là, et Ouais. puis tu la sors. Sauf que tu la remets dedans. Ouais. Il y a des baleines de dressage qui sont au dos, à peu près 3 cm du haut du dos, et une baleine sur le départ de la bretelle. Il y a plus de pièces, on dirait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pièces sur l'intérieur et il y en avait 4 sur l'extérieur. Mais je dis ça. Oh, regardez, on voit la baleine dépasser. J'ai l'impression que c'est du fanon de baleine parce que du fait qu'il s'est foncé et puis ça a l'air un peu fibreux comme ça, non? Non, Ça a l'air. Donc effectivement, il y a bien 4 pièces dans le beau tissu et à l'intérieur, c'est 5 pièces par demi. Des fois, en fait, tu sais, ils sont... C'est les coulisses, donc tu sais, les lignes là qu'il y a, Ouais. elles traversent toutes les couches. Même, puis en général, c'est pas un très beau tissu qui est dessus. D'accord, Puis c'est une autre façon de faire qui est plus simple. Ça, c'est vraiment une façon de faire compliquée. Parce que t'as pas le même nombre de pièces à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis tu veux que ce soit hyper joli. Mais le corps à baleine, il est lacé devant et derrière, c'est ça? Ça dépend. Ça dépend. Parce que le corset qu'on voit à côté, il est lacé que derrière, c'est ça? Oui. Il y en avait de toutes sortes en fait. D'accord. Il a Graffé, ouais. Enfin, j'ai jamais vu un qui n'avait pas de lassage au dos. C'est plutôt le lassage devant qui est facultatif, qui n'est pas toujours là. Ouais. Et tu sais, des fois, c'était entre autres parce que les femmes, elles portaient ça aussi quand elles étaient enceintes ou qu'elles allaitaient. Et du coup, elles pouvaient... L'adapter. Le fait qu'il y ait 2 lassages, ça faisait qu'il était plus adaptable D'accord. que s'il n'y avait qu'un seul lassage. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on amène le chariot plus Non, tôt? c'est pas trop long non plus. Alors,